Jacques Serrano présente Philosophie, rire et chanson. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait. Tu vas venir et tu prépares rien. De la différence entre une chanson et un concept, à l'humour sous les bombes, en passant par le rire des rats que l'on chatouille, venez retrouver du 17 au 22 octobre cette manifestation intellectuellement joyeuse. Bonsoir à tous, merci d'être venus cette année encore aussi nombreux pour la 14e édition de la semaine de la pop philosophie. Je vous remercie, mais je remercie également le Théâtre de la Criée, son équipe et son directeur Robin Renucci. Dans quelques instants, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Frédéric Worms. Frédéric Worms est un philosophe nationalement, internationalement connu et reconnu, qui a énormément travaillé sur Bergson, mais aussi sur le soin sous de nombreux aspects. Ensuite, nous aurons... alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que Frédéric Worms est aussi directeur d'école. D'une certaine école qui s'appelle l'ENS, qui a vu passer de grands philosophes durant tout le 19e et le 20e siècle. Alors on ne va pas tous les citer, mais on peut dire comme ça en passant qu'il y a eu 17 prix Nobel. Voilà, pour vous donner le niveau de cette prestigieuse école française. Ensuite, nous allons avoir un petit entracte de 10 minutes, alors c'est vraiment 10 minutes, nous recevrons Yves Cusset pour une performance philosophique. Alors, Yves Cusset, à mes yeux, a fait les deux plus beaux métiers du monde, celui de philosophe et celui d'humoriste. Deux métiers extrêmement difficiles. Je pense tout particulièrement aux humoristes. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vais donner la parole à Frédéric Worms. Merci. Bonsoir. Merci, c'est ça la parole. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci Rencontre de la Pop Philosophie de m'avoir invité à ouvrir cette semaine sur un thème qui est à coup sûr au cœur de la philosophie. Enfin, je vais essayer de vous montrer qu'il est au cœur de la philosophie et pas seulement de la pop, mais donc, je pense en tout cas qu'il est plus important qu'il n'en a l'air, et qui consiste à confronter les chansons. Alors dans le titre de l'exposé, c'était justement sur les titres des chansons. Quelle est la discussion, dans le titre de l'exposé qui m'a été confié, quelle est la différence entre les titres des chansons et les questions philosophiques, mais plus généralement donc entre ce qu'on appelle les chansons et les questions philosophiques. Et de mon point de vue, il est en effet essentiel de confronter ce qu'on appelle les chansons. Et je reviendrai sur ce mot qui désigne en fait un genre bien particulier, plutôt contemporain, qui se répand par le monde, qui est accessible aujourd'hui par des petits engins comme ça, où on a des chansons à disposition du monde entier sous un format sur lequel je reviendrai. Et les questions philosophiques, il est essentiel de les confronter pour deux et même pour trois raisons. Et c'est ces raisons que je vais essayer de parcourir avec vous dans le temps qui m'a été donné avant l'intervention d'Yves, que je suis très heureux de précéder et d'introduire, en quelque sorte. La première raison, c'est ce que j'appellerais l'origine commune des chansons et de la philosophie. Et peut-être l'origine commune de toute la pensée humaine, de toute la pensée des humains parmi les vivants, les humains comme vivants, et les humains parmi les vivants. La deuxième raison, c'est plutôt, je dirais, la différence entre les chansons et la philosophie. Elles ont une origine commune, à mon avis, les chansons, toutes les chansons, et toutes les questions, mais il y a quand même une différence d'accent, une différence d'aspect sur laquelle les chansons nous orientent et que l'on oublie très souvent. D'ailleurs, l'origine commune aussi, on l'oublie.
Et en fait, elles ont tellement divergé, les chansons et les questions, qu'en fait, on oublie à la fois leur origine commune et on oublie aussi ce que les chansons ont de particulier et qu'il faut assumer et qu'on a tout le temps envie d'oublier. Et puis enfin, dans un troisième temps, je reviendrai sur un autre aspect commun qui donne aux chansons aussi une spécificité, malgré tout, une spécificité qui est du côté de ce que j'appellerais leur pouvoir, pour le meilleur et pour le pire. Et je ferai allusion au pire, mais aussi au meilleur, et même pour le dire tout de suite, sans pouvoir malheureusement vous la diffuser, j'avais pensé à un moment à arriver avec une playlist, et en tout cas je vous épargnerai de chanter moi-même, et j'aurais voulu pouvoir vous diffuser une chanson, mais je ne ferai que l'évoquer comme toutes les autres. C'est la chanson qui aujourd'hui est en train d'enflammer les populations iraniennes, et dont le titre est assez sidérant si vous avez lu l'article du Monde récemment sur cette chanson. Elle s'appelle « Pour », simplement « Pour ». Et donc c'est vrai que si on analysait les titres des chansons, pourquoi est-ce que c'est une chanson qui s'appelle « Pour », qui se dresse contre quelque chose, mais pour quelque chose, j'y reviendrai en terminant. Mais d'abord, au fond, ce que je voudrais vous montrer d'abord, qui me semble très important, et même si je serais plus bref que je pourrais l'être, parce que c'est un thème qui renvoie finalement à une philosophie. Je vais vous présenter une hypothèse, il y en a d'autres possibles, et on peut opposer les philosophies, bien sûr, et moi je vais assumer une philosophie pour laquelle finalement les chansons ont quelque chose de fondamental. Je m'y suis risqué aussi dans un ou deux textes dont je dirai un mot, et je m'y risque aussi parfois dans des chroniques à la radio, dont je me permettrai de citer quelques exemples dans un instant, parce que dans ces petites chroniques, je fais souvent une place à quelques chansons, à un moment très précis, que je me permettrai de prendre comme exemple. Mais quelle est d'abord la raison pour laquelle, à la fois les chansons et la philosophie ont quelque chose en commun, et pour laquelle aussi on oublie l'importance des chansons, alors que précisément elles sont au cœur de cette origine commune, et cette origine commune qui donne lieu à ce qui est aussi un grand malentendu sur l'importance philosophique de la chanson en général parmi les humains, du fait de chanter, pourrait-on dire, en général, et peut-être des chansons aussi comme genre particulier dans l'aspect plus général de ce que signifie chanter pour les humains. Il y a toujours eu du chant, il n'y a pas toujours eu des chansons. Et quand même, je distinguerai les deux, mais à partir d'une origine commune. L'origine commune entre la chanson et la question philosophique, entre le fait de chanter d'ailleurs et les autres expressions humaines en général. Il y a un très beau livre de Michel Leiris, le grand écrivain surréaliste, qui s'intitulait « Parler, crier, chanter », qui sont pour lui les trois usages humains du langage, parler, crier et chanter. L'origine commune entre la chanson et la philosophie ou la pensée humaine en général, c'est ce que j'appellerais l'exclamation. C'est le fait de s'exclamer, pas seulement de s'étonner comme si c'était un étonnement abstrait, un étonnement déjà philosophique. On vous dira dans tous les cours de philosophie, et on a raison, que l'origine de la philosophie c'est l'étonnement, mais l'étonnement c'est déjà trop intellectuel. L'exclamation c'est en effet un cri. Mais c'est un cri toujours qualifié, c'est déjà du langage. C'est encore du cri, mais c'est déjà du langage. L'exclamation, pour moi, c'est pour ça que c'est fondamental. L'exclamation, c'est une expérience très particulière qui fait que d'un côté, nous sommes des vivants comme les autres, nous sommes pris dans des expériences, positives ou négatives, par exemple dans l'amour ou dans la mort, je vais y revenir, et elles nous arrachent des cris qui sont pourtant déjà des mots, qui ne sont pas juste des cris, qui ont déjà du sens. C'est pour ça que l'exclamation, c'est déjà du langage avec potentiellement une question qui est de l'ordre de la question existentielle, par exemple, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui est en train de se passer là. L'exclamation, pour moi, c'est toujours qualifié. Ça peut être quelle horreur, quelle beauté, quel salaud, quel héros. C'est-à-dire avec dans ce quel, quelque chose qui n'est pas encore une question, ça va devenir une question, ça ouvre sur la philosophie. Qu'est-ce que la beauté, par exemple, mais qui est encore une exclamation. Lequel, qui en français, comme dans toutes les langues d'ailleurs, ouvre sur la question, quelle beauté ou quel miracle d'une naissance, par exemple, ou quelle horreur, par exemple, une mort. Et ça ouvre sur une question, qu'est-ce que la naissance, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'amour, mais c'est encore une expérience, c'est encore pris dans la chose et c'est déjà pris dans le sens. Et c'est proprement humain, en un sens, parce que nous sommes des vivants comme les autres,
qui naissons, qui mourons, qui subissons, qui exprimons, etc. Mais nous sommes déjà justement dans l'expression et dans la recherche du sens, sans cesser bien sûr d'être humain, puisque la preuve c'est que ce sens lui-même peut être un bienfait ou une torture. Les mots ont aussi un pouvoir vital, j'y reviendrai en conclusion, comme par exemple dans cette chanson iranienne, Pour. Mais il y a aussi des chansons destructrices, j'y reviendrai aussi. Parce qu'il ne faut pas idéaliser la chanson, il y a aussi des chansons de haine et des chansons de guerre, il y a des hymnes, y compris dans les pires des moments de l'histoire. La chanson peut aussi aider à accomplir des crimes, c'est même beaucoup plus agréable en chantant. Donc il faut faire très attention que ce pouvoir des chansons prouve leur origine vitale. Mais c'est d'abord dans l'exclamation. Et toutes les paroles humaines, pour revenir au titre de Michel Leiris, parler, crier, chanter, tout cela vient d'abord de ce mixte de l'exclamation qui est encore pris dans une expérience, disons, immédiate, affective, et déjà en train d'ouvrir sur la recherche du sens. Et c'est pour ça que les chansons sont quelque chose de premier, que nous y revenons toujours, c'est parce qu'elles ont ces deux aspects, peut-être plus encore que toutes les paroles. Pour une raison très simple, qui conduit aussi au contresens sur les chansons que je voudrais dénoncer. La raison très simple, c'est que les chansons, c'est très simple à dire, hein, c'est très banal ce que je vais vous dire, les chansons sont toujours à la fois de la musique et du langage. On appelle même chanson une unité inséparable en quelque sorte entre des notes et des mots, ce qu'en anglais on appelle les lyrics. Si vous allez sur YouTube, vous allez avoir une chanson, par exemple, et vous allez pouvoir lire les paroles. En français, on dit les paroles. D'ailleurs, c'est un usage magnifique du mot parole. Quelles sont les paroles de cette chanson? Mais voilà, c'est indissociable de la musique. Quand vous ne comprenez pas la langue, c'est un peu compliqué. Vous vous dites que vous perdez quelque chose. En même temps, dans la musique, dans le refrain, par exemple, il y a quelque chose de fondamentalement indépendant, autonome. Mais ce n'est pas possible sans le langage. Il n'y a peut-être pas de chanson totalement sans parole. Même s'il y a des tas de chansons qui s'appellent chansons sans parole. Et il n'y a peut-être pas de paroles totalement sans mélodie, y compris dans le poème. Mais le propre de la chanson, c'est d'unir la musique et les paroles, pour exprimer un sentiment humain fondamental. Et alors, du coup, on ne sait pas très bien où mettre la chanson. Faut-il la mettre du côté de la musique, avec son pouvoir sur nos corps, ou faut-il la mettre du côté de la poésie, avec son aspect intellectuel et cognitif? Dans l'histoire de la philosophie, les plus grandes philosophies de l'art ont toujours opposé la musique et la poésie. Par exemple, pour aller dans le sens de l'une ou de l'autre, mais toujours en disant la musique c'est le corps, c'est le rythme, c'est la force, et le poème c'est le langage, c'est le sens, c'est l'idéalité. Si vous allez chez Hegel, vous allez avoir, ou chez Alain, dans le système des beaux-arts, un système un peu très important, un livre du début du XXe siècle, hein, qui d'ailleurs est publié presque en même temps que son livre sur la guerre, hein, Mars ou la guerre jugée, qui reprend un peu l'esthétique de Hegel. Il vous dit, la musique c'est la force, c'est ce qui s'empare du corps, c'est d'abord le rythme, c'est la transe, et c'est justement la fanfare militaire. Et au bout de il commence par la musique, et la fin de son livre c'est la poésie, comme chez Hegel, la poésie c'est l'idéalité, c'est le sens pur, c'est Paul Valéry sur lequel il a écrit un commentaire d'ailleurs magnifique, mais un peu trop idéaliste, et du coup la chanson, elle n'a plus de place. Est-ce que c'est du côté de la musique ou du côté du poème? Ben, les deux, en général, et d'une certaine façon, il y a toujours une opposition des deux. Vous allez avoir des esthétiques de l'affect, dont Rousseau est censé être le grand maître, qui vous dit la parole c'est d'abord de la musique, mais alors il faut oublier le sens. Puis les esthétiques de la raison qui vous disent il faut oublier la force, il faut penser la vérité de l'art humain, c'est l'universel. Mais la chanson, c'est les deux. L'erreur très souvent sur les chansons, c'est donc de croire que les chansons sont du côté de la musique, et pas du côté de la poésie, et en fait on est toujours déchiré. Quand Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait organisé un débat à l'école normale entre les pour et les contre, et c'était passionnant d'ailleurs, hein. Il y avait ceux qui disaient oui c'est un poète, bien sûr c'est des chansons mais c'est quand même un poète, et ceux qui disaient bah non c'est pas possible, ou bien alors c'est d'ailleurs, et je vais y revenir dans un instant à travers quelques exemples, si la musique est un poète, si les chansons relèvent de la poésie et de la littérature, il fallait peut-être prendre un autre chanteur que Bob Dylan, et beaucoup ont cité Leonard Cohen, qui est censé être plus métaphysicien que Bob Dylan, ce qui, en un sens, est vrai, mais en autre sens, ne change rien parce qu'il a écrit du poème, mais aussi, évidemment, il est célèbre pour ses chansons. Donc la chanson vient perturber le partage de l'art entre l'art de la force et l'art de la forme. Elle est vraiment au cœur, justement, de l'exclamation, et pour cette raison, souvent, elle est méprisée.
parce qu'elle nous semble être du côté justement de ce mixte impur, qui n'est ni tout à fait de la musique, et il y aura de l'opéra qui va reprendre des airs, et l'opéra c'est la chanson noble, l'aria, c'est la chanson quand elle devient noble, et puis le poème qui va aussi, bon, voilà. Donc mettre un poème en musique, c'est faire des chansons, par exemple cette magnifique chanson philosophique de Raymond Queneau, hein, sur un texte aussi, il y en a aussi une sur un texte de Sartre, hein, vous connaissez les beaux jours de Raymond Queneau, hein, si tu crois que ça va, que ça va durer toujours, ce que tu te bourres. Donc cette chanson sur la fugacité de la vie humaine, ou bien les poèmes d'Aragon, bien en musique par Léo Ferré, il y a la noblesse du poème, et puis il y a le musicien, et puis on se dit, bon, peut-être, est-ce que c'est mieux, c'est moins bien? En tout cas, pour moi, c'est très clair. La chanson est au cœur de l'origine de toute notre pensée, parce que même dans la question philosophique, elle vient toujours d'une expérience vitale. Donc quand vous vous demandez qu'est-ce que la mort, vous oubliez que c'est parce que vous avez en effet souffert d'une mort ou a eu peur de la mort, et la philosophie vient de la vie, donc d'une certaine manière, cette origine commune de la chanson et de la philosophie, elle va toucher au cœur de notre expérience. J'en dis pas plus parce que ça nous emmènerait dans des grands débats philosophiques, mais en tout cas c'est le premier point pour lequel confronter, la première raison pour laquelle confronter chanson et philosophie n'est pas secondaire, mais en fait fondamentale, parce que ça nous ramène à ce mixte commun de toute la parole et de toute la pensée humaine, et je dis bien tout, hein, discours politiques, les théories abstraites, les poèmes, et la musique la plus élaborée du monde. Mais il y a donc ça, c'était mon premier point. Et on y reviendra dans la discussion. Et comme je veux respecter le temps et garder un peu de temps pour notre discussion, je passe au deuxième point. Le deuxième point, qui mène à un autre malentendu sur les chansons, me semble-t-il, c'est plutôt, cette fois-ci, la différence entre les chansons et le reste de notre expression. Et pour insister sur cette différence, je vais faire quelque chose, enfin je ne vais pas le faire de manière élaborée, je vais juste vous dire comment vous pouvez le vérifier, et comment je me suis un tout petit peu essayé. Pour vérifier ça, il suffit de voir sur quoi portent techniquement la plupart des chansons, en tout cas de ce qu'on appelle les chansons, dans le genre musical qui est devenu la chanson. Vous voyez bien que chanter c'est vieux comme l'humanité, pour la raison que je viens de dire, que les chansons c'est quelque chose qui est apparu à un certain moment, peut-être à une origine universelle, mais qui en tout cas aujourd'hui est un genre universalisé, même dans les pays où la musique n'est pas forcément la forme de chanson. Je suis prêt à parier qu'en Afrique, en Inde, en Chine, il y a des chansons, parce que c'est un genre, j'y reviendrai à la fin, qui est politiquement universalisé aujourd'hui. Et les chansons, mettons, allez sur Internet, faites ce que j'ai fait tout à l'heure, en préparant l'exposé un peu plus, d'un peu plus près, c'est censé porter sur les titres des chansons. Faites taper titres des chansons, par exemple titres des chansons françaises. Et vous allez vous dire, oh là là, c'est vraiment très particulier quand même la chanson. En fait, il y a un sujet sur lequel portent la plupart des chansons. Et puis après, il y a l'autre extrême, il y a quelque chose d'autre qui semble philosophique, et puis il y a l'entre-deux. Donc pour traiter ce deuxième aspect de la singularité des chansons, on peut faire juste très clairement, très simplement, l'inventaire des titres. Qu'est-ce que vous allez trouver en premier? D'une manière, j'allais dire, quasi obsessionnelle et générale, et qui mène à un certain mépris de la chanson, de ce qu'on appelle la chansonnette. Vous allez trouver l'amour. Vous allez trouver les chansons d'amour. Et plus précisément, les chansons d'amour, et non pas de haine, même s'il y a des chansons de haine, mais plutôt des chansons de perte, des chansons de deuil, des chansons de séparation. D'ailleurs, en regardant tout à l'heure, j'ai vu que la chanson française la plus célèbre, c'est « Ne me quitte pas ». Et la deuxième, c'est l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. L'hymne à l'amour d'Édith Piaf, c'est évidemment « Si un jour, nous étions séparés par l'amour ». Je vous la chante pas. Si quelqu'un veut la chanter, allez-y. Je ne chante pas non plus « Ne me quitte pas », je fais que sous la douche. Mais allez voir, et vous aurez toujours, et j'ai réfléchi un peu là-dessus dans un petit livre qui s'appelle, pour une raison précise, « Penser à quelqu'un », parce que je pense que la pensée relationnelle est la première de toutes, vous allez avoir toujours l'amour et la séparation au cœur de la plupart des chansons. Je dirais presque 90% des chansons.
Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que les chansons, je pense, nous indiquent que parmi nos expériences vitales qui suscitent nos exclamations vitales, la première de toutes peut-être, c'est l'expérience relationnelle. Ça n'est pas une expérience secondaire. Entre les vivants humains en particulier, l'expérience la plus importante, c'est l'expérience relationnelle primaire. Et nous l'oublions tout le temps. C'est même plus important que la vie et la mort, c'est l'amour et le deuil. Et la preuve en est que les psychologues nous montreraient sans une ombre d'une hésitation que la première de toutes les chansons, c'est la berceuse. C'est la berceuse adressée, c'est le chant que chantent les parents pour les enfants à la naissance et qui est le premier moteur de ce qu'on appelle l'attachement dans le cerveau humain, donc de l'amour, mais pas de l'amour sexuel encore, mais même si les psychanalystes pensent que l'amour parental est sexuel, mais justement la théorie de l'attachement montre le contraire, de l'amour tout court, de l'amour parental, de l'amour primaire. Et cette berceuse a quelque chose d'universel. On vient même de montrer que la façon dont nous parlons aux enfants, qui est musicale, qu'on appelle en anglais le mothering, c'est-à-dire le parler maternel, on dit en français c'est très moche, le mamanais, c'est-à-dire le parler de toutes les mamans. Cette langue maternelle qui n'est pas la langue nationale des uns contre les autres, qui est la langue de toutes les mères et de tous les pères, hein, où vous parlez à un bébé, vous allez en fait chanter. Vous n'allez pas lui dire bonjour, vous allez lui dire bonjour. Et ça va commencer, ça va être une mélodie. Cette mélodie, elle est universelle. Il y a donc une sorte de primauté de ce chant premier qui est absolument fondamental et qu'on oublie tout le temps et qu'on tourne en dérision parce que, effectivement, c'est la chanson d'amour, c'est le ti amo italien, voilà, et puis ça donne des sortes de chansons. En effet, il y a de la chanson industrielle d'amour. Mais c'est pas parce que vous avez de la chanson de centre commercial et d'ascenseur que vous n'avez pas l'origine de la chanson, nous indique, le cœur de la chanson nous indique que l'amour et la perte, je dis pas forcément l'amour et la mort en général, même si Yves va nous parler de la bonne humeur du mourir, hein, mais Yves Cusset, mais justement, l'amour et la perte sont peut-être montrés par les chansons à 90% comme le cœur de la vie humaine, et on fait comme si ça n'était pas important. Donc il faut commencer à prendre au sérieux ce que nous apprennent les chansons sur le cœur de la vie humaine. Pourtant, les chansons couvrent tout le spectre de la vie humaine, de l'exclamation humaine. Et je dirais à l'autre bout, si on était des philosophes un peu pompeux, on irait s'intéresser qu'aux chansons métaphysiques, et il y en a. Et ça m'est arrivé aussi, parce qu'il y a des chansons métaphysiques, et d'ailleurs peut-être que toutes les chansons, parce qu'elles parlent de l'amour et de la mort, sont quelque chose de métaphysique. Mais il y a des chansons vraiment métaphysiques. Et sans même parler des hymnes religieux, mais toutes les religions évidemment aussi, passent par le chant. Mais dans les chansons, dans ce petit genre, pas seulement moderne, parce que vous voyez bien que les berceuses ont toujours existé, dans toutes les cultures, mais dans cette formalisation de genre chanson. Il m'est arrivé de commenter, par exemple, Let It Be, des Beatles. Let It Be, pour un philosophe, c'est presque un cadeau, parce que s'il y a des étudiants de philosophie parmi vous, vous verrez qu'il y a un philosophe qui s'appelle Martin Heidegger, qui a dit des choses très pompeuses, à mon avis très erronées, mais ce n'est pas le sujet ici, sur le fait de laisser être. Bon, alors les Beatles aussi. Ça se trouve comme ça, Let It Be. Et si on prend Alléluia aussi de Leonard Cohen, ou bien cette chanson aussi sur le fait où Leonard Cohen est effectivement plus métaphysicien que Bob Dylan, et qui dit là il y a quelque chose de brisé dans tous les êtres, c'est par là que rentre la lumière. This is where the light comes in. There is something broken in every being, in everything, this is where the light comes in. Donc ça c'est de la métaphysique évidemment, mais vous voyez bien que il n'y a pas énormément de chansons comme ça, et si les philosophes avec un grand P venaient parler que de ces chansons métaphysiques, ben, ils se tromperaient gravement. Il faut aussi parler des grandes chansons d'amour, qui ne sont pas seulement des refrains de bazar, mais qui ont toujours... La grande chanson, c'est évidemment le grand poème avec de la grande musique, même si ça donne « Ne me quitte pas » ou l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, c'est des grandes chansons qui ont plus sur ces thèmes-là. Et j'en viens à mon troisième point, quelque chose qui marque une époque, qui font époque. On ne chante pas l'amour et la mort de la même façon à tous les moments. Entre les chansons du Moyen-Âge, qui sont aussi devenues pour nous des chansons où nous apprenons notre culture, hein, sur le pont du Nord, etc. Entre les chansons de telle ou telle époque et les nôtres aujourd'hui, il y a de l'histoire, il y a de la culture, il y a aussi de la politique.
mais il y a toujours cette dimension de la chanson relationnelle. Alors, là aussi, je m'arrête là parce que entre les deux, entre la chanson directement d'amour et de perte, de séparation, qui tient au fait que nous sommes en relation avec ceux que nous aimons, mais pas toujours. On chante pour quelqu'un quand on n'est pas avec lui, hein. Ou alors parfois quand on se demande à quoi il pense, comme dans la chanson que j'aime beaucoup, que j'ai commenté dans Penser à quelqu'un, à quoi penses-tu quand tu es dans mes bras? Dis-moi, est-ce que tu penses à moi, hein? Bon, je vous la chante pas non plus. Le refrain, c'est je vous la chante pas, comme dans le très beau livre de Vincent Delcroix, qui, pardon, ça vous paraît coquet? Ah, non, vraiment je peux pas. Et vous savez que dans un beau livre qui s'appelle Chanter, Vincent Delcroix a consacré tout un chapitre au barde d'Astérix, d'Assurance Torix, qui ont dit non, tu ne chanteras pas. Mais je vous conseille aussi Chanter de Vincent Delcroix, au passage, qui est un livre très important sur le chant humain. J'en viens au troisième aspect. Troisième et dernier aspect, qui est au fond sur le pouvoir de la chanson. Et là, la philosophie, de nouveau, est amenée à la fois à un peu d'humilité, je pense, et un peu de rappel. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, la philosophie se croit très pompeuse, très importante, donne le sens parfois des chansons, et je pense qu'il faut commenter les chansons importantes, il le faut. Comme celle d'Aragon, Aragon-Ferré, hein, il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne, etc. Mais, en fait, les chansons sont beaucoup plus puissantes, évidemment, que la philosophie. Et l'origine vitale des chansons, elle se traduit par le pouvoir vital des chansons. Ce pouvoir qui est en effet une prise sur le corps et aussi une prise sur le sens, et qui est en réalité devenu, et c'est là que j'en viens à ce qu'on appelle une chanson historiquement, devenue historiquement, je pense avec la modernité, je pense aussi avec la sécularisation, c'est-à-dire quand le chant humain n'a plus été simplement défini par les grandes institutions religieuses et même nationales, quand on est sorti de l'hymne national ou de l'hymne religieux, eh bien les chansons sont devenues la façon pour les humains d'exprimer non seulement leur passion individuelle, mais leur passion collective, leur passion politique. Et pour le meilleur et pour le pire. Et avec aussi un étrange pouvoir d'invention sur les situations les plus contemporaines et parfois les plus graves, parfois aussi avec de l'ironie la plus vitale aussi. Par exemple, je vous recommande en ce moment la Java des bombes atomiques de Boris Vian, chantée par Boris Vian par Serge Reggiani. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Bon. Il faudrait, à la fin, comme vous le savez, il l'a fait exploser avec tous les chefs d'État. Et il rend service à l'humanité en se servant une seule fois de la bombe atomique. Je vous la recommande en ce moment. La chanson, hein, pas la solution. Mais je vous la recommande. Pourquoi? Parce que c'est quand même très intéressant. La Java des bombes atomiques, on m'a demandé de parler des titres des chansons. Ça peut paraître ironique, mais en réalité, évidemment, c'est un vrai pouvoir de mise à distance et aussi de diagnostic du contemporain. C'est vraiment la chanson comme prise dans une histoire de manière explicite. Du même Boris Vian, vous pouvez lire, c'est un réflexe de prof, vous pouvez écouter La complainte du progrès. La complainte du progrès avec tous les objets techniques qui apparaissent dans l'amour individuel. Mais évidemment, la chanson est faite aussi pour exprimer les grandes douleurs collectives, pour exprimer les grandes émotions collectives, et la grande chanson qui marque l'histoire, c'est toujours celle-là. Je pourrais vous en citer beaucoup, mais celle que je voudrais citer aujourd'hui, c'est... Je pourrais vous citer, par exemple, j'avais envie de vous citer Strange Fruit, chanté par exemple par Nina Simone. Strange Fruit, c'est pas des fruits qui pendent aux arbres dans le sud des États-Unis. C'est autre chose que des fruits, avec des cordes qui ne sont pas des tiges. Mais évidemment, celle auquel j'ai envie de faire allusion aujourd'hui, c'est des grandes chansons de résistance. Il y a le chant des partisans, qui est surgi au plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a cette chanson, encore une fois, je vous recommande l'article du Monde il y a 2 jours, qui s'appelle Pour en Iran. J'ai été très frappé que, au fond, cette chanson de contestation se définisse par ce terme positif, par un désir, au fond, positif, un désir vital, qui prend tout simplement ce mot, je ne saurais pas le prononcer évidemment en farsi, mais qui manifestement veut dire pour. Donc on chante pour parce qu'on chante contre, il ne faut pas se leurrer, les chansons sont, comme je le disais aussi, des chansons parfois prises dans la polarité de la vie humaine,
non seulement dans l'amour et la séparation, mais dans la paix ou la guerre. Il y avait des chansons, les nazis avaient leur chant, évidemment, le Horst Wessel Lied, c'était une chanson en l'honneur d'un héros nazi. Les bourreaux ont leur chanson, peut-être même que ça rend le métier de bourreau supportable. Les chansons peuvent être aussi des chansons des uns contre les autres. Si vous regardez Barry Lyndon, vous verrez comment la guerre en dentelle est accompagnée par des tambours, par des fanfares. Alain avait raison, la chanson se saisit du corps. Mais, en tout cas, ça nous prouve que les chansons, et je vais m'arrêter là parce que je dois respecter le temps et la parole doit passer ensuite à Yves Cusset. Les chansons, la philosophie doit s'y intéresser. Elle doit s'y intéresser pour ces trois raisons. Elle doit s'y intéresser pour leur origine vitale, elle doit s'y intéresser pour leur singularité relationnelle, pas seulement pour les chansons explicitement métaphysiques. Vraiment, j'insiste, il faut aller regarder les chansons d'amour et de séparation qui ont le plus marqué leur époque. Ne me quitte pas, c'est une chanson très intéressante. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part que Édith Piaf était furieuse devant Ne me quitte pas, parce qu'un homme ne devait pas supplier une femme. Pour Édith Piaf, c'est bizarre, c'est une sorte d'étrange situation historique. Hein. On a oublié qu'un homme qui supplie, qui pleure, hein, ne me quitte pas, c'était à l'époque très subversif. Et Édith Piaf, qui pourtant, au fait, avait aussi sans doute été une féministe de son époque, ne supportait pas, enfin, avait beaucoup critiqué Jacques Brel pour cette chanson. Donc il y a aussi une historicité de la chanson. Et la chanson aujourd'hui, vraiment, c'est un objet historique. Je pense que c'est l'unité de base de la musique et de la parole humaine dans le monde entier. Que les Iraniens inventent des chansons, que les Ukrainiens sans doute inventent des chansons aujourd'hui, qu'ils s'inventent des chansons partout où il se passe quelque chose, c'est signe que... Bon, après, il y a aussi les algorithmes qui font commerce des chansons. Il faut arriver à être sur YouTube pour que sa chanson soit diffusée, il faut étudier l'économie de la chanson, peut-être le pouvoir économique de certaines chansons. Il y a des chansons, encore une fois, de détestation, il y a des chansons à prendre au second degré, des chansons de rappeurs qui appellent parfois à niquer la police et qui peut-être parfois sont aussi qu'il faut critiquer, mais parce qu'ils sont peut-être des appels à la haine, mais qu'il faut aussi étudier dans leur triple jeu, et cela sans aucune complaisance. Donc il faut prendre au sérieux le travail économico, politico, historique sur les chansons aujourd'hui qui ne sont plus simplement une origine humaine, disons, universelle, qui sont plus simplement non plus dans la berceuse, même si je mets au défi quiconque d'oublier les premières chansons de sa vie. Et il y a un usage, je ne l'ai pas cité au passage, mais peut-être qu'il, je lui fais confiance pour ça, parce qu'il vient d'écrire un livre important sur la fin de vie, nous parlera de la façon dont, à la fin d'Alzheimer, la dernière chose qui reste, c'est certaines chansons, la façon dont Oliver Sacks, le grand neurologue américain, sur la mélodie intérieure, montre que quand on oublie tout, il reste certaines chansons qui viennent réveiller la première mélodie qui nous a été chantée quand nous étions petits. Nous sommes définis nous-mêmes par des chansons. Peut-être nous ne sommes que ces premières et ces dernières chansons, bon. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a des chansons historiques, politiques. Donc voilà le petit tour de la philosophie que je voulais vous proposer par les chansons.